Hello, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous pour ce troisième épisode du podcast Twitch Les Sécurissons. Donc c'est un nouveau podcast propulsé par Foreman Consulting. Vous êtes sur la chaîne, je crois que vous êtes au courant. Le cabinet de conseil en cybersécurité. Ici, on va parler de cybersécurité et de nouvelles technologies avec fun et modestie. En tout cas, on va essayer d'être marrant. On espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie, tout en apprenant des choses. Notre ambition avec ce podcast, c'est de vulgariser les sujets autour de la cybersécurité, de le partager au plus grand nombre. Si en plus, on arrive à vous faire sourire, voire rire avec nos conneries, nous serions les plus heureux du monde pour vous servir dans l'animation de ce podcast. Donc, Florent et moi-même, Garen. Aujourd'hui, pour débattre et partager notre savoir, nous avons une équipe choc de 3 sécurissons. Donc, on a Vincent. Hello, salut à tous. D'ailleurs, je remarque que nos noms ont été inversés avec Jérémy. Mais salut à tous. Ouais, ça, c'est les aléas du direct. On a des problèmes de son, on a des problèmes d'affichage. Je sais pas pourquoi Teams a voulu On est pas changer professionnel vos tout ça, prénoms. monsieur. Hein. Je ne reviendrai plus dans notre émission. Ah, carrément, quoi. Et donc, on a Jérémy. Bonjour à tous. Et Lambert. Allez, voilà, c'est réglé. Bonsoir à tous. Hello, hello. Et on a tous les nombreux viewers de la chaîne. Les viewers, ah ouais, les viewers, d'accord. Les viewers. Les viewers, ouais. Les streamers, les spectateurs en live. On est au grand nombre de 14, incroyable. Et donc on peut démarrer ce troisième épisode. Avant de démarrer, je propose peut-être à Lambert qui nous a rejoint pour cet épisode de peut-être te présenter. Parfait. Donc je suis consultant conformité chez Formine. J'étais déjà là la semaine dernière sur Twitch. Donc voilà, je suis heureux de participer. T'es là pour le nouvel épisode du podcast. Je sais. Il y a tellement de choses chez Formine que voilà, on participe à plein de choses. La semaine dernière, tu faisais juste du stream et maintenant tu fais du podcast. Là, c'est du stream podcast. La semaine dernière, j'avais le statut guest la semaine dernière et là, je deviens membre à part entière du podcast. Je suis très fier. Titulaire. Une progression fulgurante. Le Karim Benzema de... Ah, il faut qu'on finisse avant 20h20, c'est ça ? Je m'avance peut-être un peu trop. Yes, c'est parti. C'est parti ? Let's go pour la première rubrique, les news qui piquent. Allez, sur cette revue d'actu de cette semaine, on va d'abord parler, comme le dernier épisode, Ransomware. Je pense que c'est une actu qu'on pourra développer chaque semaine, chaque épisode, presque chaque jour. Je pense qu'on compte une nouvelle attaque. Et cette semaine, on va pouvoir parler de Colonial Pipeline, une entreprise de fourniture de gasoil et d'hydrocarbures aux États-Unis, qui a été la cible d'un ransomware, genre la semaine dernière, en début de semaine dernière. Et ça a fait beaucoup de bruit parce que ils ont été paralysés. Leur SI a été paralysé par un ransomware et ils ont arrêté de distribuer de l'essence de leur propre chef. Parce qu'en fait, ils ne savaient plus, sans leur SI, les montants qu'ils distribuaient en hydrocarbures, et ils auraient eu des pertes énormes de chiffre d'affaires s'ils avaient continué en fait à distribuer de l'essence. Et ça a créé une panique monstre aux États-Unis sur ce point-là. On a vu des queues comme jamais aux stations essence. Par peur de pénurie. Je pense qu'on a vu à peu près la même chose en France il y a 2-3 ans, quand il y avait eu des problèmes avec les grèves totales. Mais bon, là, je pense que là, c'est décuplé. Et du coup, on sait aussi, on a appris tout début de semaine, là, ou ce week-end, qu'ils avaient payé la rançon pour récupérer la mainmise sur leur SI. Ils ont payé 5 millions d'euros. Et je crois que malheureusement, ils attendent toujours des nouvelles des attaquants. Parce que les attaquants, en fait, eux ont publié un communiqué sur Internet en disant qu'ils s'étaient attaqués à Colonial Pipeline en gros, voilà, juste par opportunisme. Et qu'ils ne pensaient pas que ça allait créer un tel désordre
dans le pays, et que en fait visiblement ils donnent plus beaucoup signe de vie. Ils ont peut-être un peu peur pour leur vie, je pense. Donc voilà. Donc je voulais voir avec vous dans ces news qui piquent. Qu'est-ce que vous pensez en fait des entreprises qui paient des rançons, etc. On sait qu'en France ça arrive aussi, on en entend parler. Enfin voilà. Peut-être que Vincent, tu avais des choses à dire sur ce point. Pour le coup, j'avais pas vu la news passer, mais effectivement, je pense que les attaquants, pour le coup, ils n'avaient pas réalisé l'impact de ce qu'ils étaient en train de faire. Le rétro-pédalage comme ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez nouveau, étonnant. Je sais pas si on avait déjà eu des attaques comme ça où les attaquants s'excusaient de l'impact qu'ils avaient sur le système qu'ils attaquaient. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'en entends parler. Et je trouve ça assez étonnant, cette prise de conscience des attaquants. Ça fait penser peut-être à du comportement un peu de Script Kiddie, de gens qui découvrent un peu l'étendue de ce qu'ils peuvent faire sur des systèmes vulnérables et qui se brûlent les doigts en fait. Ouais, je vois genre ce que tu veux dire. Ouais, c'est en gros Donc pour notre chat et pour nos écouteurs, enfin nos écouteurs. Oh non, c'est pas un beau mot ça. C'est pour les gens qui nous écoutent en podcast. Les scripts qui disent, hein, c'est vraiment des personnes qui testent des systèmes informatiques et qui vont un peu plus loin que ce qu'ils savent maîtriser comme on va dire maîtrise technique. En fait, ils utilisent des outils qu'ils trouvent un peu sur le net en général et ils maîtrisent pas forcément les impacts que ça aura sur le SI en général, quoi. Et du coup, moi j'ai une petite question. C'est l'une des premières fois où c'est rendu public, parce qu'on est d'accord que il y a des sociétés qui payent des rançons depuis déjà un certain temps, mais qui ne le disent pas forcément. J'avais notamment entendu parler du métier de négociateur, où on pouvait faire intervenir un négociateur justement qui pouvait être amené à parler avec les hackers pour essayer de récupérer les clés de chiffrement. Donc, qu'est-ce qu'il en est, les spécialistes? On t'entend pas, Garen, tu es mute. Je sais pas, Garen, c'est pas grave. si vous voulez répondre. C'est la phrase élue de 2020, quoi. Alors, je ne sais pas spécifiquement sur les ransomware. Après, je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises, en tout cas, qui essaient de rendre les attaques publiques, d'être assez transparents sur le sujet. C'est vrai que sur les ransomware, je n'avais pas particulièrement entendu parler. Mais là où ils en parlent rarement, en général, c'est quand ils payent, parce que voilà, c'est un peu honteux. Ouais, pas beaucoup plus d'informations que ça, malheureusement. Okay. En 3 chiffres, les plus grosses primes qui ont été payées aux attaquants. À date, il y avait Travelex avec 2,3 millions de dollars qui avaient été donc payés. En deuxième, on avait CWT Global à 4,5 millions de dollars. Et la première prime, on n'est pas certain qu'elle ait été vraiment payée parce que ça n'a pas été encore complètement divulgué. Mais ce serait sur le ransomware Wasted Locker. Ça a coupé au moment où tu as dit la somme. Ouais. C'était tellement important. C'était tellement gigantesque. Ça a saturé le micro. Twitch a été complètement... La NSA, c'était pas prêt. C'était 10 millions de dollars pour Garmin. Et d'ailleurs, ma question par rapport à ça, c'est ceux pour lesquels on est au courant, justement. Ouais. Et parce qu'il y a aussi le sujet de ceux où on ne sait pas. Et donc, potentiellement, il y a d'autres... je pense que ça doit faire partie maintenant des frais généraux des entreprises. Tu as des frais X%. Je pense que quand tu es DSI, tu dois mettre ça dans tes frais, quoi. De frais, je me fais faut que je le place à chaque podcast. Les frais, comment dire, poutrage, où tu as X%, tu sais que de toute façon, ça va partir potentiellement. Tu penses sincèrement qu'il y a des DSI qui font ça? Ouais, mais en préventif. C'est de la perte. J'y crois moyen. Peut-être ils le font pas, mais ils devraient le faire peut-être parce que c'est comme les pertes quand je sais pas, il y a des pertes à la poste de colis, ils ont un pourcentage là-dessus, ils ont plein de pourcentages partout. Tu te laisses un petit matelas d'argent au cas où, quoi.
Après, il y a les gens, effectivement, jusqu'à présent, ils prennent les assurances. Mais ça, on va en parler juste après, c'est la deuxième news. Mais justement, en parallèle des assurances, il y a quand même des projets, alors je ne sais pas où ça en est, je ne suis pas sûr que ce soit très abouti, mais d'impliquer la responsabilité civile, voire pénale, des RSSI et des DSI dans les cas d'attaque comme ça. Et surtout pour un cas comme celui de Colonel Pipeline, où il y a eu un impact réel sur les civils et où ça aurait pu être un peu plus grave que ça. L'implication du coup des personnes dirigeantes, ça devient un sujet qui devient intéressant. Après, toujours le RACI et responsabilité. Et de toute façon, c'est ce que je me disais l'autre jour avec un collègue, c'était souvent le RSSI, il est là, il y a le ransomware qui arrive, il passe un mauvais week-end de crise, et le lundi, il est plus là, quoi. Ouais, c'est le premier à sauter. Oui. Et Tenderby, tu mets ça dans quelle case, les impôts de la rançon? Je pense que tu les mets dans dons et œuvres caritatives. Je pense. Mais t'es limité à 1000 balles, donc. Ok, et du coup, toujours ransomware, c'était pour enchaîner un petit peu et pour faire un petit peu un plot twist. Les fameux attaquants là qui se sont excusés d'avoir causé un impact un peu trop gros sur Colonel Pipeline, ont recommencé en fin de semaine dernière et ont attaqué le système de santé irlandais. C'est le DarkSide du coup. Oupsie. Et ils ont bloqué, apparemment d'après le ministre du coup de la santé, je crois, non, des affaires étrangères, excuse-moi, des affaires étrangères de la Grande-Bretagne. C'est une attaque de grande ampleur et visiblement, voilà quoi, ça a bien bloqué le système de santé irlandais. Et de ce que je sache aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles qui soient tirées d'affaire, quoi. Donc voilà. On est quand même sur un nouveau visiblement ransomware et qui risque de faire du bruit, puisque en 2 semaines il a quand même fait 2 grosses victimes, une aux USA et une en Irlande, quoi. C'est quoi son petit nom maintenant à celui-ci? DarkSide, le côté sombre. Il y a des infos sur sa méthode de propagation Alors, moi, j'en ai pas trouvé spécialement, mais je pense que si on a des gens de technique dans le chat, peut-être que. Moi, j'avoue que j'ai pas été m'intéresser, j'ai pas eu le temps d'aller m'intéresser spécialement. Okay. Mais n'empêche, les hackers qui s'excusent et qui récidivent juste derrière, ça fait vraiment South Park. Nous sommes désolés. Sorry. C'est les Shimpokomon, je sais pas si tu as déjà vu l'épisode. Nous avons un tout petit pénis. Allez, c'est bon, on est bien parti. Ouais, et du coup, donc ça c'est voilà, première news. On a aussi, j'ai vu passer, mais j'ai pas la certitude. On a Toshiba aussi, je crois, qui a été victime de DarkSide il y a pas longtemps. Et visiblement, voilà quoi, ça commence à faire du bruit. Je pense qu'on va pouvoir en reparler au pire dans le prochain épisode. Deuxième news, du coup sur les assurances cyber. La news qui est passée fin avril, c'est le fait qu'AXA a désactivé sa garantie de paiement des rançons pour les entreprises qu'elle assurait. C'était en fait une des garanties qu'elle offrait aux entreprises. Si elles payaient la rançon, elle leur remboursait ce montant via un paiement d'assurance. Et ça a fait assez de bruit du côté de l'ANSSI. On a Guillaume Poupard qui, je ne sais plus si c'est à l'Assemblée ou au Sénat, a été auditionné et a pointé du doigt ces pratiques du fait que en fait, ça encourageait les entreprises à payer les rançons vu qu'elles n'avaient aucune perte. Et c'était une stratégie en fait, d'AXA qui préférait en gros payer des rançons que d'assumer les coûts assumer les coûts de remise en route d'un système informatique et d'assurance de perte de données. Mais il n'y a pas qu'AXA, on pointe AXA du doigt parce que AXA a publiquement annoncé qu'elle arrêtait cette garantie, mais il y a d'autres assurances qui sont dans le collimateur et qui font à peu près la même chose. Du coup, je voulais voir avec vous, pour vous, est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est pas une bonne pratique? Est-ce que c'est...
on sait que... est-ce que vous pensez que ça encourage les attaquants ou pas, ou est-ce que ça les dissuade parce que du coup ça a aucun impact sur les entreprises? On pourrait aller super loin sur ce point-là, quoi. Oui, je pense que ça les encourage, parce que globalement, ils savent que les entreprises vont payer si elles ont la bonne assurance. Donc, globalement, ouais, ça va pas dans le bon sens. Après, il faut aussi comprendre l'entreprise et l'assurance l'entreprise, elle a souscrit une assurance, et l'assurance, elle veut forcément minimiser le montant qu'elle a à payer, donc elle fait un choix, et voilà. Donc, je comprends que l'ANSSI ne soit pas en phase, en tout cas, avec cette démarche qui va un peu à l'encontre de ce qu'il prône depuis un moment, le fait que il ne faut pas payer les rançons, parce que sinon ça pousse justement les attaquants et ça les finance. Donc globalement, il y a des sujets là-dessus, mais il faut aussi se mettre aussi dans la perspective client et les besoins et les contraintes auxquelles ils sont soumis. Donc, non, oui, tout à fait. D'après le rapport là de l'assureur AIG sur les sinistres, globalement, les ransomware c'est 16%. Ça représente quand même un gros. En gros, en plus de l'impact sur l'entreprise, tu as cette partie-là, récupération de données ou pas. C'est quelque chose difficilement, que tu peux difficilement évaluer tout de suite. Il faut faire une vraie étude derrière. C'est des longues discussions entre l'assureur et l'assuré. Je pense que c'est un périmètre pas évident, en tout cas pour les assurances. Après, se retirer d'un truc comme ça et se dire ok, j'y vais plus, je pense que c'est pas non plus une bonne solution. Il y a peut-être un terrain d'entente qui n'a pas été trouvé, je sais pas. Après, non, là, ce que je disais, c'est qu'ils ont désactivé la garantie de paiement des rançons, mais ils assurent toujours leurs clients contre des attaques informatiques en les aidant aussi à diagnostiquer tout ce qui est ransomware, etc. Et tout ce qui leur permet de... tout ce qui est garantie informatique, il y a toujours, c'est juste, ils avaient vraiment une clause contractuelle de remboursement des rançons payées. Et ça, ils l'ont désactivé parce que ça commençait à leur siffler, je pense, en mode. Donc c'est dans le cas où ils payent une rançon, là ils remboursent plus, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Je pense. Ok. En gros, c'est à vos risques et périls, quoi. C'est ce que dit AXA dans ce cas-là. Si vous payez, c'est votre problème. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, là ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils encourageaient presque les entreprises à payer, elles perdaient rien, elles étaient sûres d'être remboursées, quoi. Donc, à ce point-là. Après, elles n'étaient pas sûres de récupérer le fonctionnement de... C'est ça qu'il faut souligner, quoi. C'est que, y a les attaquants, on ne le dira jamais assez. Ils n'ont aucune responsabilité morale ni contrat envers vous si vous les payez. Pour vous restituer vos données, ils peuvent vous donner des clés de déchiffrement qui sont soit fausses, soit erronées, soit qui fonctionnent pas, soit soit même qui vont peut-être empirer la situation. On peut pas savoir ce qu'ils vont vous donner, et ils ont aucune obligation de vous redonner vos données dans un format qui soit exploitable, quoi. Oui, surtout pour la question qui est dans le chat sur est-ce que justement pourquoi les entreprises payent, est-ce que les attaquants donnent les clés de déchiffrement? On n'est pas garanti qu'ils le fassent, mais ils ont tout intérêt à le faire pour garantir que les prochaines fois où ils réussiront à faire fonctionner leur ransomware sur une autre entreprise, l'autre entreprise se dise ils ont déjà rendu les données à la précédente, donc si on paye, ils vont nous les rendre aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant les ransomware, ils ne font pas que chiffrer les données, c'est aussi de l'extraction. Et donc même s'ils vous rendent vos données, vous n'avez aucune garantie que eux, ils n'en aient pas gardé une copie chez eux pour divulguer des choses un peu sensibles ou s'en servir dans des prochaines attaques. Oui, tout à fait. La bonne pratique, globalement, c'est on ne négocie pas avec le ravisseur. C'est bien ça. Carrément. Et surtout, du coup, la démarche d'AXA qui supprime cette prime, ça va dans ce sens-là. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose pour justement augmenter l'état d'esprit, encourager l'état d'esprit de on ne paye pas les ravisseurs et on fait comme on peut avec ce qu'on a sans prendre de risques. Ok, bon top. J'en profite pour faire un peu de pub à un autre podcast. J'avais
écouté un podcast super intéressant de No Limit Sécu, justement sur l'assurance cyber, qui démystifie un peu ça. Et voilà, je le conseille aux gens qui sont intéressés par ce sujet, quand l'assurance cyber qui est somme toute assez vieux, mais qui s'est remis au goût du jour là avec les dernières évolutions et les évolutions des attaques. Donc, intéressant à écouter. Ok, super. Et du coup, la dernière news, elle est toute fraîche. Elle a été publiée cet après-midi. C'est le rapport d'activité de la CNIL. Et du coup, Lambert, tu tombes bien en tant que consultant de conformité. T'as vu ? On t'a invité pile poil au bon moment. Quelle coïncidence quand même. Quelle coïncidence. Qui a été donc le rapport d'activité de la CNIL pour l'année 2020 qui a été publié. Et si on le parcourt rapidement, on peut noter quand même qu'il y a une diminution des plaintes à la CNIL qui a été observée entre l'année 2020 et 2019. On avait plus de 14 000 plaintes en 2019 et là on en a plus que 13 600 à peu près. La CNIL parle de chiffres constants quand même, pour ne pas dire qu'il y a une petite baisse, mais qui peut-être s'expliquer avec le confinement. Je ne sais pas si les gens étaient moins portés sur les plaintes CNIL, mais ça fait partie des mauvais signes parce qu'on était sur une augmentation quasiment justement de peut-être 20% chaque année, et notamment avec le RGPD. Et c'est pour ça qu'il parle de chiffres et de 62,5% d'augmentation depuis 2018. Donc c'est toujours positif, mais bon, il y a quand même on est peut-être arrivé au nombre stationnaire, c'est-à-dire environ 15 000 plaintes par an à traiter, selon divers secteurs. Donc, je ne sais pas si tu allais en parler, mais on a quand même 35% en Internet télécom, et puis après 18% en commercial et 19% sur le travail. Après, ça reste des petits chiffres, mais voilà, les trois principaux thèmes sont toujours à peu près les mêmes chaque année. Ouais, non, moi je voulais aussi surtout insister sur le point sur les violations de données. Là par contre, il y a quand même je pense une grosse augmentation. On est sur du presque 30%. Non, si, c'est ça à peu près, enfin à peine. Peut-être plus, peut-être. Ouais, 25, après tu as toujours les deux visions. Est-ce qu'il y a une augmentation des violations ou est-ce qu'il y a une augmentation des notifications et du fait que les entreprises... Ouais, c'est une augmentation des notifications. Plutôt intérêt, c'est ça. J'ai plutôt intérêt à le dire parce que de toute façon, la CNIL ne va pas venir, a priori, c'est plutôt positif de notifier, et la CNIL ne va pas venir vous sanctionner parce que justement, vous faites l'effort de bien notifier. Ouais, c'est ça. Par contre, point important du rapport, c'est on sent quand même l'effet du Covid sur les activités de la CNIL, c'est que de 300 contrôles en 2019, ils sont passés à seulement 247 en 2020, et là c'est clairement, il y avait 169 contrôles sur place en 2019, et là on n'en a plus que 72, quoi. Donc on a moins 100 contrôles. Les contrôles à distance, eux, par contre, c'est de 53, ils sont passés à 82. Les contrôles sur pièce aussi, de 45 à 74. Par contre, les auditions, elles sont stables, 18 à 19. Mais voilà, on sent quand même que il y a 50 contrôles de moins. C'est pas rien, quoi. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Et gros focus sur les cookies. Et je vais faire de la pub pour un super Twitch de la semaine dernière sur les cookies, si vous voulez en savoir plus, puisque la CNIL revient dessus. Voilà, c'est ça. Et enfin, dernier point du rapport, c'est ils ont distribué 14 sanctions. C'est à peu près équivalent à l'année d'avant. Mais néanmoins, par contre, sur les 14 sanctions, 138 millions d'euros d'amende infligées. On ne sait pas s'ils ont reçu 138 millions d'euros. Mais voilà. Et sur ces 138 millions, par contre, 130 millions dus aux amendes à Google et à Amazon pour le non-respect de la directive de 2013 sur les cookies encore. Donc, fameux live, on en a parlé la semaine dernière sur Twitch, pour ceux que ça intéresse. Enfin voilà, quoi. Vous voyez que y a quand même... et ça risque sûrement d'augmenter l'année prochaine, quoi. Vous avez peut-être des réactions, les autres sécurissons ? Moi, je t'avoue que j'ai pas lu le rapport qui est tombé aujourd'hui. Il fait 120 pages. C'est étonnant. 120 pages. Je sais pas comment vous avez fait, mais vous l'avez fait. Après, effectivement, que ce soit pour la CNIL ou pour quelles que soient les activités, tout le monde a dû s'adapter
cette chère crise sanitaire qui est pas si chère que ça. Et donc, ouais, clairement, est-ce que ça veut dire qu'on fait moins attention au DCP? Je crois pas. Je pense que c'est que des chiffres, ça reste que des indicateurs. DCP pour données à caractère personnel. Pardon. Non, c'est vrai. Tu fais bien de me reprendre. Je ne pense pas parce que ça commence à être ancré dans certaines fonctions, même niveau marketing, etc. Après que les télécoms soient numéro 1, ça me surprend pas parce que c'est eux, je pense que ça doit être en lien aussi avec le fait qu'ils passent leur temps à harceler tout le monde au téléphone, changer de box, etc. Et donc tout de suite, ils sont au front, on va dire, entre guillemets. Mais à voir comment ça évolue sur une année entre guillemets normale. Et je me permets aussi, Florent, on a quand même un autre sujet parmi les plaintes. Alors ça paraît pas beaucoup, mais il y en a quand même 150 qui concernent donc la vidéosurveillance mise en œuvre par des particuliers. Ah oui. Donc, les sujets voilà, la vidéosurveillance. On a certains maires dans le sud de la France qui veulent même ajouter de la reconnaissance faciale, pourquoi pas. Donc ça va être aussi parmi les gros sujets. Et effectivement, peut-être qu'avec les futures mesures sanitaires qu'on va mettre en place, il y aura peut-être plus de plaintes, notamment avec le passeport vaccinal. Je ne sais pas si sanitaire, ça va être sanitaire, effectivement, sanitaire. Tu fais bien de le préciser. Je ne sais pas si ça va être bien accepté. Ça va être un vrai enjeu de savoir comment on va s'adapter à toutes ces mesures et si les Français vont se poser des questions sur ces traitements de données personnelles. La CNIL a donné son avis sur le sujet du pass sanitaire. Après, comme d'hab, ça reste un avis. D'avoir été consulté un peu trop tard, un peu dans l'urgence. Et des préconisations, je pense que le gouvernement n'en a peut-être rien à faire, je ne sais pas. Et ils ont donné leur avis, ou évidemment celui qu'on s'attendait, c'est-à-dire trop de données, peu de maîtrise des données et trop de données récupérées. Attention au papier aussi, au format papier, etc. Ouais. On s'égare peut-être un peu, mais ouais. On pourra en reparler peut-être au prochain épisode. Il y aura peut-être un peu plus de news sur ce sujet-là. Je pense que ça mérite peut-être un petit focus. À voir où on sera dans 3 mois. C'est ça. Je sais pas s'ils parlent aussi des nouveaux systèmes sur certains sites où ils font payer un abonnement pour ne pas recevoir de cookies. Alors, sur ce point-là, je te conseille le super live Twitch. J'allais le dire, peut-être que vous en avez parlé la semaine dernière. Et du coup, je renvoie peut-être les gens là. Ça veut dire que tu n'as pas suivi le live la semaine dernière. Je suis très déçu. J'étais là pendant le début et j'ai dû partir. Je suis mauvais élève. Ça marche. Du coup, Garen, je te laisse enchaîner. Je pense que tu as un super quiz à nous. Eh ben, on ferme la rubrique les news qui piquent et on ouvre. Tu voulais qu'on enchaîne avec une autre news? Non. C'est à toi d'enchaîner. Et ben, on enchaîne avec la rubrique qu'on nomme la mytho ou pas mytho. Voilà. Le concept, il est assez simple. Je vais vous présenter des faits. Vous me dites si c'est mytho ou pas mytho. N'hésitez pas à participer dans le chat. Évidemment. Waouh, je suis bluffé par tant de surprises dans cette news, dans cette présentation. Mais c'est totalement nouveau comme concept. On ne l'avait encore jamais fait. Tout à fait. On innove à chaque épisode. Les grosses têtes nous jalousent. C'est ça. On les a surtout pas copiés. Alors, première news. Après avoir ouvert plusieurs markets sans caissière, Jeff Bezos s'attaque à un nouveau marché. En effet, Amazon ouvre son premier salon de coiffure à Londres. Ah oui, on n'est plus du tout dans la cybersécurité, quoi. Non. La technologie, on a dit cybersécurité et technologie au début. Salon de coiffure Amazon, je pense que... C'est fake. Mytho, ouais. Trop dangereux. Trop dangereux. Eh ben, c'est pas du tout un mytho. Wow, zéro. C'est vrai. Voilà. Peut-être il avait un truc à régler avec sa coupe de cheveux, mais aussi je vais aller les voir du coup. Je pense.
Ou peut-être c'est peut-être un robot qui te l'a fait, on ne sait pas. Hein. Mais non, aussi surprenant que ça peut paraître, Amazon il ouvrait effectivement son premier salon de coiffure dans le quartier d'East End Spitalfields à Londres, que je connais pas du tout et que j'ai dû certainement bien saccager le nom. Donc avec une grande originalité, ça s'appelle Amazon Saloon. Waouh. Donc en fait, qu'est-ce qu'il apporte Jeff Bezos et Amazon? C'est pas juste des coiffeurs qui coupent, mais vraiment ils utilisent la réalité augmentée pour que tu choisisses ta coupe, la couleur, etc. En gros, je pense surtout qu'ils sont en train d'essayer de récupérer de la data autour de ce sujet et créer des avatars, etc. Ah ouais. Donc ils se sont lancés là-dedans. Ah, c'est la réalité augmentée, il n'y a pas de coiffeur, c'est juste. Il y a le coiffeur après, mais tu choisis ta coupe. Ouais. Au lieu de choisir ça physique, dans un. Quoi. C'est pas comme. Ouais, c'est pas un robot. C'est pas un... Parce que moi, je voyais ça. C'est trop dangereux. Et d'ailleurs, ce soir, Florent, on fait gagner une coupe, c'est ça Ah, c'est ça. Oui, d'accord. Ok. Je sais pas si on a budgétisé la coupe avec la réalité augmentée, mais on peut en reparler. On a quand même on avait quelqu'un dans le chat qui nous demandait si c'était des drones qui coupaient les cheveux. Pas encore. Je pense. Ils sont en train de. Et vous pourrez admirer sur ce magnifique live tweet vos scores, tous 0, parce que voilà, vous savez pas deviner des. Ah bon, tu fais les scores. C'est incroyable. La technologie. C'est incroyable. Mais t'as pas prévenu? Attends, sinon j'aurais répondu bon. Mais il y avait pour la réalité augmentée un atelier de tailleur de costumes qui faisait ça en réalité augmentée pour prendre les mensurations, etc. Et au final, pour avoir testé, c'est pas ouf la qualité du truc. Donc je suis curieux de voir à quel point la réalité augmentée, le niveau qu'on a actuel sur tout ça, permet d'avoir vraiment des coupes de cheveux incroyables et au niveau de ce qu'on cherche. C'est vrai que ça fait des années où on parle de ça. Moi, je me rappelle les projets de fin d'études où tu faisais semblant de créer une entreprise dans l'école d'ingé, et ça, c'était il y a presque 10 ans. C'était toujours ça il y a 3 ans. Hein. C'était... et gagner le premier prix avec Avatar prêt-à-porter, etc. Genre... Mais ouais, ça sort toujours pas. En tout cas, ça sort, mais pas de bonne qualité. Donc, c'est ça. Quand les cheveux qui changent de couleur en fonction des émotions. C'est ça. Néhara nous dit qu'elle n'a pas confiance et qu'ils vont intégrer une puce dans son oreille pendant le shampoing. Je pense. Très probable. Ils vont te vacciner pendant qu'ils te coupent les cheveux. Je pense que Bill Gates, il a d'autres problèmes. Je pense que c'est pas mal quand on parle pas mal avec le coiffeur ou la coiffeuse, comme ça il récupère pas mal d'infos sur Bonne idée. Du coup, je te laisse passer à la deuxième. La deuxième, donc inspirée par la Super League de football, donc menée par le Real Madrid, FC Barcelone et la Juventus. En fait, les GAFAM, c'est ceux qui restent là que tu nous cites, c'est tout. Oui, mais c'est ceux qui assument. C'est ceux qui sont, ils ont fait un procès. Hein. Ouais. Donc les GAFAM ont décidé de lancer un concept de marché fermé entre certaines entreprises les plus puissantes du monde. Est-ce que c'est mytho ou est-ce que c'est pas mytho? Un marché de quoi? Un marché des GAFAM, donc autour marché de service, quoi, si tu veux. Genre, Ok, ouais. Mais c'est déjà le cas, non? Exactement. Bien joué. 1 point pour Lambert. Magnifique. Et ça s'appelle un monopole. Effectivement, c'est ce qu'ils font déjà. Ah, ok, j'ai pas compris la question. Donc ça allait assez vite. Je ne vais pas vous l'expliquer pendant 1000 ans. Hein. Je pense que vous savez ce que c'est. Sinon, vous allez troisième dans le dictionnaire monopole. Voilà. Sinon, ils vont dans le dictionnaire monopole et puis c'est tout. Quoi. C'est ça. Troisième fait, dans une démarche de trouver une issue au controversé article 24 de la sécurité globale sur la vidéo de policiers, un député a proposé qu'au lieu de flouter le visage des policiers avant diffusion, on pourrait tout simplement utiliser le filtre chien qui tire la langue. Je vote vrai, pas mytho, par conviction. Par conviction. Je pense que c'est mytho, j'espère en tout cas. Moi, je veux que ce soit vrai. Je veux que ce soit vrai. Tu dis que c'est vrai, Lambert, du coup? C'est ça? Moi, j'espère que c'est vrai. Okay. Je dis que c'est vrai. En fait, ouais, effectivement, c'est un gros mytho. En revanche, cette loi, elle va être tranchée le mois prochain. Elle va être tranchée le mois prochain par le Conseil constitutionnel, pardon. Et comme on le disait aussi tout à l'heure,
aussi bien sur le pass sanitaire. La CNIL aussi a donné son avis là-dessus. Toujours pas favorable, mais à voir réellement sur comment ça va se passer dans un mois. Quatrième, mytho ou pas mytho. Le ministre de la Défense, Florence Parly, a affirmé dans une interview qu'en cas de guerre déclarée et totale, une mobilisation obligatoire des experts en cybersécurité français serait un scénario envisageable et un programme de service militaire cyber est en cours d'étude. Mytho ou pas mytho? Ça paraît pas mytho pour le coup. Ouais, mais... ça paraît pas mytho. Ça paraît très sérieux, ouais. C'est peut-être très enthousiaste, très optimiste. En fait, je l'ai inventé, c'est un mytho. Mais effectivement, je pense qu'il doit y avoir un truc qui va arriver, peut-être, on ne sait pas. Hein. Parce que tout le monde est en manque de ressources, surtout cyber. Si tu te retrouves en pleine guerre, peut-être on est tous mobilisés. Il y a plein d'écoles, il y a des pôles qui se montent. Peut-être qu'il y a un vrai sujet sur les compétences cybersécurité en France. Ça tombe bien, on a le président de la République qui est en live avec nous. Merci de nous regarder, de prendre en compte cette idée de Garen et de le citer si jamais. C'est lui. Quel est donc quel est son pseudo là? C'est Néara66. On va pas briser l'anonymité du chat Twitch. Non, c'est un pseudonyme. C'est pas un. Tout à fait. Et donc, dernier mytho, pas mytho, Apple, je vais y arriver. Le géant qui reste le plus discret possible depuis toujours sur la fabrication de ses produits et monopolise leur réparation, a décidé d'ouvrir librement la réparation de ses machines aux réparateurs qui le demandent. Ouais, technique aussi. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait pour la vie privée ces derniers temps, on a presque envie de leur donner le bon cœur, le bon Dieu sans confession. Ouais, mais c'est pas du tout dans leur stratégie habituelle. Donc c'est... Ouais. Je dirais mytho. Je dis pas mytho juste pour essayer de prendre le contre-pied. Je te laisse la main, Florent, sur celle-ci. Eh ben, c'est mytho et pas mytho. Parce que c'est mytho parce que c'est pas eux qui l'ont décidé et c'est pas mytho. Non, c'est pas mytho. Voilà, je m'embrouille. C'est mytho, c'est pas eux qui l'ont décidé. Voilà. Ouais, c'est mytho, c'est pas eux qui l'ont décidé. Et c'est pas mytho parce que avec le vol qu'ils ont subi sur leur assembleur, leur assembleur a subi un vol de données. Et du coup, ils ont décidé de distribuer les plans gratuitement et les réparateurs s'en frottent les mains parce que du coup, ils peuvent mettre en place des réparations qu'ils ne pouvaient pas avant. Donc voilà. Donc c'est le vol de données à leur assembleur qui va le faire pour eux, quoi. Voilà. Donc on vous a eu, quoi. Mais c'était quand même plus mytho que. Et bah top. Tu gagnes un point, Jérémy. C'est quoi le score? C'est vrai que si on a compté 2, les 1 points. Et 0 pour Vincent. Bon, Vincent, il va falloir te rattraper. Hein. Même parce que moi, j'ai trop d'espoir. Je vote avec le cœur, je vote pas avec le cerveau. On notera que le chat, c'était... Bon, le chat mitigé. Mitigé, le chat. Hein. De ce que je lis, il n'y avait pas que des bonnes réponses, quoi. Faudra repasser devant le tableau, quoi. Bon, on vous fera des et bien du coup, on passe à la prochaine rubrique. Vincent, c'est ton moment. Allez. Alors, je vais commencer par une question. Coup d'éponge. Le coup d'éponge. Aujourd'hui, on va commencer du coup par une question. C'est vous utilisez tous très certainement Internet. Quel navigateur est-ce que vous utilisez? Sur le chat, pareil. Est-ce que vous utilisez Mozilla, Chrome, Edge? Edge? Il y a des gens qui utilisent Edge, à part en entreprise quand c'est obligatoire? Moi, j'utilise Chrome à titre perso et j'utilise Edge pour tous les sites pro sur lesquels je vais. Okay. Cloisonne. Ok, c'est vraiment pour le cloisonnement. Ouais. Garen. Moi, j'utilise Chrome et Mozilla. J'ai les deux icônes l'un à côté de l'autre et je clique au hasard. C'est celui qui s'ouvre en premier. Ok, Lambert. Eh ben moi, je suis chez Mozilla en perso et mon client utilise Internet Explorer. Un fait quoi? Et du coup, Florent. Moi, alors en pro, c'est Mozilla ou Edge, Internet Explorer, selon certains sites qui sont trop vieux. Et en perso, c'est Brave. Ah, bah excellent.
j'ai bien fait de terminer par toi, donc aujourd'hui je vais parler de Brave justement. Je vois qu'il y a du Tor dans le chat. Exceptionnel. On y reviendra. Mais donc Brave, c'est un navigateur au même titre que Firefox, Chrome ou Safari, qui a été créé en 2016 par Brendan Eich, qui est le créateur de JavaScript et le cofondateur de Mozilla Firefox justement. À l'heure actuelle, Brave, c'est 25 millions d'utilisateurs mensuels et ça représente donc à peu près 9 fois moins que le navigateur au renard de feu. Renard de feu. Si on va sur la page d'accueil du site web de Brave, on est invité à reprendre le contrôle, sous-entendu de notre vie privée. Pour ça, le navigateur propose 1. Une sécurité de la navigation et de la vie privée intégrée et par défaut. 2. Une rapidité de la navigation en bloquant notamment les flux publicitaires. Et 3. Une rémunération pour les publicités visionnées. On va détailler un peu tout ça. Oula. Mais malheureusement, Vincent, on te perd. Ouais. Ah non, c'est les aléas du direct. On va détailler tout ça et on n'a pas entendu le reste. Tu es de retour. Reviens, c'est bon. Vous en étiez où? Les thunes, on a bloqué sur les thunes. Voilà. Les thunes. On a été rémunéré par Brave pour... Rémunéré pour les publicités visionnées, ouais. On va revenir, du coup, je disais, sur tout ça, mais rapidement, je vais vous expliquer en 2 mots, vraiment, comment fonctionne le système actuel des publicités en ligne. Petite mise en situation. Le robinet de ma cuisine est bouché, donc je vais sur Internet pour chercher un tuto pour le réparer. Les sites Internet me demandent gentiment mon accord pour déposer des cookies sur mon navigateur. J'essaie de refuser, mais c'est un peu galère. Alors j'accepte parce que j'ai besoin d'accéder à ce tuto avant d'avoir les pieds dans l'eau. Les cookies qui sont déposés me suivent d'un site à l'autre et analysent mes habitudes et intérêts pour constituer un profil de consommateur. Il y a des robots ensuite courtiers qui vendent mon profil à des publicitaires et ces derniers m'affichent des pubs pour de la soude super efficace pendant 3 mois après que j'ai réparé mon robinet. Ça, c'est le cas classique en ayant beaucoup simplifié. Ce que Brave propose à côté, c'est la chose suivante. Brave déclare poliment au site que non merci, je ne veux pas de cookies et non, pas la peine de me les mettre dans la poche comme ma mamie quand je vais goûter chez elle, parce que, et désolé mamie, mais ça finira quand même à la poubelle. Brave, ensuite, il en profite pour remercier poliment les publicitaires et il leur explique que je n'ai pas envie que la moitié du temps de chargement de la page web soit dédié à trouver une pub adaptée à mon profil et la charger. Pendant que je navigue, donc, Brave vient me demander, via des notifications, si j'ai le temps de regarder une publicité qu'il a sélectionnée en fonction de mon profil, et qui est ce profil-là qui est chiffré et stocké sur mon ordinateur, et que je peux donc supprimer à tout moment. Si j'accepte de regarder cette publicité, Brave me paie en BAT pour me remercier et paie le site que je regarde pour le dédommager des pubs qu'il a supprimées. BAT, B-A-T, c'est Basic Attention Token. C'est un jeton qui est basé sur une crypto-monnaie qui est l'Ethereum. Vous en avez peut-être entendu parler. Et donc, je peux ensuite échanger mes BAT, ces jetons, contre des euros, ou bien les donner à des créateurs de contenu tels que des blogueurs ou des youtubeurs qui sont vérifiés par Brave. Est-ce que jusque-là, ça suit? Je peux aller trop vite? Moi, je connais, donc oui, mais... C'est parfait. Okay. À titre d'information, donc, après 6 mois d'utilisation, j'ai bloqué environ 125 000 cookies et balises publicitaires, économisé 4,20 gigas de bande passante et gagné environ 1h45 de temps de vie. Ça, c'est des informations qui sont présentées par Brave, c'est ça? Ouais, c'est présenté lorsque tu ouvres un nouvel onglet. Tu as un joli fond d'écran et ces infos qui sont en haut. Et du coup, dit comme ça, avec mes élans de téléachat très prosélytes, je sens que la question vous brûle les lèvres, mais c'est où l'arnaque? Et merci de la poser d'ailleurs. C'est où l'arnaque? D'abord, merci Gareth. D'abord, le navigateur, il est encore tout jeune. Et il manque encore de certaines fonctionnalités qui sont pratiques, comme par exemple la synchronisation entre les appareils. On ne peut pas avoir nos favoris qui sont les mêmes entre le téléphone et l'ordinateur. Ou, un peu plus technique, le support des processeurs ARM, qui sont utilisés par certaines machines comme la Surface Pro X ou la Raspberry Pi. Mais ça, à la limite, c'est du détail et puis ça viendra avec le temps. Là où le bas blesse, c'est que Brave a été plusieurs fois critiqué pour son manque de transparence dans certains choix. Et aussi une attitude pas vu, pas pris, qui contredit un peu les bases de sa démarche. Je vais revenir sur 3 exemples principaux qui peuvent refroidir quand on songe à confier à Brave la protection de notre vie privée.
D'abord, il y a une whitelist de certains réseaux sociaux qui a été retrouvée dans le code source du navigateur. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais Brave est un navigateur open source. Les dirigeants ont donc rétorqué qu'il ne s'agissait pas de laisser à Facebook la possibilité exclusive de tracer les utilisateurs du navigateur, et que cette exception permettrait en fait de garantir le bon fonctionnement des sites qui utilisent les API des réseaux sociaux majeurs. Les utilisateurs, ils ont rétorqué qu'ils auraient préféré être mis au courant de cela, plutôt que de supposer qu'ils comprendraient la démarche. Il y a eu aussi l'affaire des liens de référencement, donc ces liens qui fonctionnent un peu comme des panneaux qui disent « c'est un tel qui m'envoie » pour rémunérer les ambassadeurs d'une marque. Brave auto-remplissait la barre de recherche pour certains sites de manière à ajouter son code de référencement et ainsi toucher une commission. La justification était que cela permettait de financer Brave, ce à quoi les utilisateurs ont répondu « si on avait su, on aurait été d'accord, mais le faire dans notre dos, c'est pas cool ». Et enfin, il y a eu le youtubeur Tom Scott qui a été surpris lorsque sa communauté lui a demandé ce qu'il faisait des bats qu'elle lui envoyait. Tom ne les recevait simplement pas, car il n'était pas utilisateur Brave vérifié. Le navigateur s'est à nouveau excusé d'être s'être fait prendre et a mis en place un message d'avertissement avant l'envoi de bats à un utilisateur Brave non vérifié. Donc, voilà, et pour conclure sur quel navigateur utiliser et pourquoi, je pense que si vous détestez tout simplement la publicité, ou que vous en avez marre qu'on vous propose 36 paires d'écouteurs après que vous ayez acheté les vôtres, vous serez peut-être mieux sur Mozilla Firefox. Wow. En ajoutant quelques add-ons, et je vous les listerai rapidement juste après, vous devriez être tranquille et profiter d'une navigation sans pub. Il faut savoir tout de même que cela prive de revenus non seulement les GAFAM, mais aussi les petits blogueurs hobbyistes et les youtubeurs avec qui vous partagez vos passions. Donc pour naviguer sans galère, vous pouvez installer uBlock Origin, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, Decentralize et Cookie Auto Delete. Je vous laisserai repasser ça sur le podcast et je vais envoyer dans le chat sur Twitch. Sinon, si vous voulez être un fantôme du web et naviguer en laissant le moins de traces possible, avant de tomber dans Tor, le navigateur utilisé entre autres pour aller sur le dark web, vous pouvez jeter un œil du côté d'Epic, EPIC, qui est un navigateur qui efface toutes les données à chaque fois que vous fermez la fenêtre. Dites adieu aux cookies, mais aussi à l'auto-remplissage, au mot de passe enregistré et à l'historique. Pour revenir à Brave, de son côté, il a encore du chemin à faire. Et il propose déjà quand même une vision intéressante et innovante de ce que pourrait être l'avenir de la publicité en ligne. C'est une vision qui paraît, au moins sur le papier, plus saine et réfléchie. En outre, le BAT est l'un des premiers use cases concrets et vraiment utiles de crypto-monnaie et de blockchain sur le marché. Ce qui fait de vous des pionniers de quelque chose. On a raté le Minitel et la disco, mais on a le BAT. Je recommande donc ce navigateur. Je suis pas sûr qu'il a raté le Minitel. Hein. Peut-être la disco. Mais du coup, je recommande ce navigateur à toute personne qui pense que le dicton « si c'est gratuit, c'est toi le produit » est devenu trop ringard pour être une fatalité, ainsi qu'à tous ceux qui veulent mettre un orteil dans la crypto-monnaie sans qu'Elon Musk ne joue au water polo avec vos économies. Wow. Moi, je veux qu'on salue c'est un poète. l'effort de narration quand même, parce que il y a une vraie histoire derrière ce récit quand même. On est capté du début à la fin. C'était l'histoire de ma vie. Merci. Mais donc voilà, l'objectif, c'était pas vraiment de vous convaincre d'utiliser Brave, mais au moins de vous montrer que ça existait, que ça proposait une alternative, parce que personnellement, je suis assez irrité quand je vois des cookies et des pubs un peu de partout et de manière un peu invasive. En faisant mes recherches, et j'en ai pas trop parlé parce que c'était un peu au dernier moment que j'ai vu ça, il y a un autre navigateur qui propose aussi un système un peu similaire, mais qui argue que Brave le fait pas de la bonne façon. Et ça s'appelle Decentral, je sais plus, Decentr, D-E-C-E-N-T-R. Je connais pas. Mais donc voilà, si jamais vous avez des réactions, des questions. J'ai pas tout dit parce que je voulais pas non plus que ça prenne 1000 ans, mais juste des réactions. Moi perso, pour être un utilisateur de Brave depuis moins longtemps que toi, genre un peu plus de 3 mois, tu vois. Je remarque qu'on a à peu près les mêmes chiffres, au prorata, quoi, tu vois. On a à peu près les mêmes chiffres d'économie. J'avoue que j'ai jamais activé pour l'instant encore la rémunération. Les BAT, etc. Enfin, pour moi, c'était un peu obscur.
J'avoue que je me suis pas intéressé au sujet, donc j'ai préféré me dire par défaut, je l'active pas et comme ça, je verrai bien. Mais je trouve quand même que voilà, il y a des choses assez intéressantes sur Brave qui sont. Enfin, il est quand même plutôt bien noté, même si voilà, t'as noté toutes ses faiblesses, il faut quand même. Faut pas les occulter, quoi, tu vois. Et faut juste le faire en connaissance de cause, quoi. Voilà ce que je dirais. L'ambition de Brave, c'est. Peut-être tu voulais répondre. Non, vas-y, Garen, je répondrai après. L'ambition de Brave, c'est aussi de faire augmenter le cours du BAT ou, Je n'ai pas vu d'informations concernant le cours du BAT. De ce que j'en ai compris, ça vise à être un stablecoin, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas beaucoup varier, afin que ça soit justement un écosystème stable. On peut acheter du BAT sur Binance et d'autres plateformes, ce qui fait qu'on peut spéculer avec. Et donc, sûrement que il y aura des fluctuations du prix et que le but, in fine, c'est quand même d'enrichir ces développeurs qui ont forcément des stocks de BAT assez énormes. Qui est, de ce que j'ai vu d'ailleurs, le gars qui a créé Mozilla. Ouais, c'est ça. Mozilla et JavaScript. Et d'ailleurs, oui, pour répondre à Florent, j'avais commencé, j'ai passé quelque chose comme 6 mois à utiliser Brave sans la rémunération. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'active pas des pubs en plus sur ton navigateur, ça pollue pas ton écran. C'est des notifications Windows, comme quand tu reçois des mails ou autres, qui viennent à des moments où il calcule, alors j'ai pas le calcul précis, mais ça calcule ton attention. Et lorsque tu relâches ton attention sur ce que tu es en train de faire, il te fait pop une fenêtre pour te dire est-ce que tu as le temps de regarder une pub. Et c'est en regardant cette pub-là que tu es payé. Alors à titre informatif, en 6 mois, j'ai récupéré une dizaine de bahts, ce qui équivaut à une dizaine d'euros. Ok, et tu sais ce que tu vas en faire ? Pour l'instant, non. Je pense que le même, c'est de les hodl, comme ils disent, pour attendre que le prix monte. Donc pour l'instant, ça va être accumulé et attendre que ça monte un peu, éventuellement en donner à quelques créateurs de contenu. Dans 5 ans, on interviewera Vincent qui dira qu'il a fait fortune avec ça. Ça. Il aura tout claqué, il va sur une île. Ou alors c'est juste un schéma pyramidal et je suis en train d'essayer de vous embarquer dedans. C'est un peu ça. Ouais, et les combien ? La grosse communauté de 17 personnes. Et les 21. Moi j'ai 21 spectateurs sur Streamlabs. T'as un code de parrainage ou... J'allais dire bientôt le referral link justement. On va le voir sur YouTube en train de faire des vidéos de conseils. Ce n'était pas un conseil financier, je crois qu'il faut le préciser quand on parle de crypto-monnaie. C'est ce que disent les gens pour le Bitcoin. Yes. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation super claire et hyper intéressante. Si on n'a pas d'autres éléments là-dessus, on peut attaquer la dernière partie de ce podcast. Le quiz sécu. J'attaque, tu attaques ? J'attaque. Allez, j'attaque et je te laisse la deuxième partie. Ça marche. Les deux dernières. Le quiz sécu, comme c'est assez simple, je vous pose des questions, vous répondez. Et le chat surtout répondez aussi. Le concept est assez simple. Je pense qu'on a trouvé un truc un peu innovant. Ouais. On tient un truc encore innovant. On est toujours dans l'innovation. C'est voilà, on est toujours on voit loin, on voit l'avenir. Bref, première question. Donc d'après une enquête réalisée par Cisco, quelles sont les priorités pour les DSI ? Donc le top 3 des priorités pour une DSI. Dès que vous donnez une réponse, vous avez un point. En termes de sécu ou... Oui, en termes de sécu. Ouais, DSI, même global. Ouais, DSI global. Ok. La sensibilisation ? Pas dans le top 3 en tout cas. J'ai pas le bruit du buzz mauvais, mais... Qu'est-ce que ça pourrait être top 3 ? Il faut que je lance un chrono. Plus de budget. Plus de budget. Money. Non, alors on est sur du concret quand même. On n'est pas sur juste je veux des sous, quoi. La sécurisation du cloud ? Bravo. Allez, top 1, monsieur Jérémy Fanton. J'attendais, voyons. C'est beau. C'est beau, voilà. Voilà, c'est beau. Je vais voler les réponses du chat. Protection contre les ransomware. Non, malheureusement, non. Non.
Mais si le chat trouve en premier, les intervenants n'ont pas de points, qu'on se le dise. Vous motivez. Envoyez-les en MP. Chat versus Sécurisson. On peut, hein. On peut. Ah oui. Ouais, mais sauf que le chat, lui, il a accès à l'enquête. Et s'il commence à chercher, il va trouver. Hein. Les gens ils trichent. Ah oui, c'est vrai. Les audits de vulnérabilité. Les audits de vulnérabilité, non malheureusement non. Allez, on leur met un le recrutement. Peut-être la partie j'ai mis un chrono. mais mobile, enfin tout ce qui est biode, etc. Pas spécialement, non. Ouais, on s'y rapproche. On s'y rapproche. Voilà, c'est ça. Ouais, le biode, ça rentre dedans. C'est un ensemble. La digitalisation. Digitalisation. Alors, tu commences à employer des mots qui sont un petit peu borderline, Robert, ça va pas là. Bullshit word. Donc, on a dit sécurité cloud, très bien. Qu'est-ce qu'une DSI a besoin pour... Un indice, il y a une des priorités qui est liée au Covid. Télétravail. Un peu plus précis que le télétravail, mais... Le travail à distance. Qu'est-ce que permet Teams que permet moins Link, par exemple? Les vidéoconférences. permet des vidéoconférences, malheureusement. Oui, elles sont moches. Elles permettent pas peut-être de mettre un cockpit en fond. Ouais, exactement. Voilà. Je sais pas qui a dit en premier. Lambert. Monsieur Fanton, toujours. Non, Lambert. Bien joué. Travail collaboratif. Un peu plus fort, mais... Donc, c'est vraiment les technos autour du collaboratif. Et il en reste un. Ouais, mais le 1, je pense qu'ils vont jamais le trouver vu qu'il est en rapport avec le premier. C'est vrai. La partie Zero Trust. Non, après. C'est à la mode. Enfin, ça a été pas mal l'année dernière. Et il reste. Ouais, ça vous avez du mal à trouver. Non, c'est pas ça. Il reste 20 secondes. La sécurité by design. Non, pas dans le top 3. Après, peut-être sécurité cloud, ça en fait partie. Et des applications cloud, ça fait partie. Ouais. Allez, 5 secondes. Dans le IAM, non, pas IAM, pas gestion des accès, pas de Shadow IT. La sûreté? Non. C'est l'infrastructure multi-cloud. Donc le top 1, c'est vraiment sécurité cloud, application cloud. Après, c'est infrastructure multi-cloud. Et 3, technologie collaborative. Et tout ce qui permet de travailler de manière collaborative. Très bien. Bravo. Bravo Jérémy. Bravo. Ouais, j'ai deux réponses en une. C'est vrai. Deuxième question. La question, elle est simple, peut-être pas la réponse. Qui est Chad Wolf? Chad Wolf. Chad Wolf. Vous avez le droit de poser plein de questions. Est-ce que c'est un hacker indépendant qui a fait parler de lui sur les réseaux? Non. Est-ce que c'est un pseudonyme? Non. C'est un ransomware? Non plus. Non. Est-ce qu'il est français? Non. Est-ce que c'est une personne? Oui, c'est une bonne question. C'est une personne, oui. C'est un homme, le chat. Est-ce que c'est un hacker? Non. On a des cheaters. On s'en rapproche dans le chat. On s'en rapproche. Ouais. C'est le pseudonyme d'une personnalité célèbre, du coup. Non, c'est son. Il s'appelle bien Chad Wolf, le gars. Ah, ok. Je pense que il y a un pays pour avoir des prénoms. Ouais, c'est un Américain, du coup. Oui. Il est en rapport avec la sécurité ou pas? Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il a 45 ans? Bonne question. C'est une bonne question, on n'a pas l'info. Est-ce qu'il mange des chocs à pic le matin? Est-ce qu'il a un accent? Alors, parle anglais, américain? Oui, l'américain, ouais. Oui, il a 45 ans, Lambert. Est-ce qu'il a fait parler de lui récemment? Ouais. Récemment, ça dépend ce qu'on appelle récemment, mais ouais. Exactement, courant mars. En bien? En bien. Pas forcément. Ça dépend de quel côté tu es. Pas pour lui, non. Personne politique? Oui. Politique, si on peut appeler ça politique, mais ouais. Si, c'est politique. Le parti, oui, politique. Qui a fait passer des lois?
Il a dûu peut-être participer à faire passer des lois, mais en tout cas, c'était pas forcément son rôle principal. Avec la politique aux États-Unis, c'est pas trop. Je vais avoir du mal à. Je sais pas, c'est un. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas le président déjà, c'est sûr. Un ministre? Secrétaire à la sécurité intérieure, nous dit le chat. Ah. C'est très bien renseigné le chat. C'est très proche. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Si on est fin et comment dire, si on est sur son poste, c'est bien ça le nom de son poste. Si on est un peu plus laxiste, c'est en gros le département du Homeland Security. Enfin, le patron du Homeland Security. Même l'ancien patron. Il s'est un peu fait virer, je pense. Il s'est un peu fait virer. Avec la fin du mandat de Donald Trump, malheureusement. Il s'est fait démissionner, c'est ça? C'est ça, il s'est fait démissionner parce que il s'est fait hacker par les hackers russes avec SolarWinds. Et donc, ils ont récupéré tous ses mails, etc. Après, ils ont pu y accéder. Alors que c'est quand même un responsable délégué à la sécurité informatique aux États-Unis. C'était. Ouais, mais du coup, si c'est SolarWinds, est-ce que c'est sa faute parce qu'il n'avait pas fait la mise à jour et que ça faisait 3 mois que ça traînait, ou est-ce que c'était sur le coup qu'il s'est fait avoir et du coup, c'est pas vraiment. C'était. Attends. Bonne question. C'est en fait une info compliquée à avoir. Périmé. Non, mais SolarWinds a permis l'accession au serveur Exchange, et du serveur Exchange, ils ont récupéré ses identifiants, et du coup, pas forcément. Je crois que c'est pas forcément lui, si je dis pas de bêtises, mais. C'est juste le fait que ces mails aient été récupérés, pas le fait qu'ils C'est pas le contenu de ces mails, ouais. Ouais, du coup, c'est dommage pour lui, quelque part. Il a pris un peu cher pour les autres, quoi. Non, mais en vrai, quoi qu'il arrive, son mandat prenait fin avec la démission, la non-réélection de Donald Trump. Ok. Allez, question suivante. Allez. La question est encore très simple, mais la réponse n'est pas du tout simple. Qui est le nouvel ennemi des annonceurs publicitaires sur Internet? Brave. Apple. Alors, Brave n'est pas la bonne réponse, mais c'est une réponse qui pourrait être acceptée. Apple, ouais. Apple. La marque à la pomme. La marque à la pomme. Mais je pensais que la question, elle était compliquée. Et ils vont me trouver ça en 2 secondes, là, sérieusement? C'est un peu ça. Ouais, je l'ai vu passer, celle-là. Avec l'histoire de l'identifiant publicitaire. Ah, cet échec, quoi. Le blog sur Facebook. Non, mais il y a du talent. Du talent, faut le reconnaître. C'est un métier. On a des intervenants de qualité, moi, faut qu'on se le dise. Si tu veux faire ce métier, Florent, n'hésite pas d'ailleurs. Ouais, non, mais je vais y réfléchir. Donc oui, en effet, la bonne réponse était iOS 14.5 et la fonction de désactivation des trackers publicitaires sur les appareils iOS. Et le fait que du coup voilà, on a vu, pour les utilisateurs iOS dont je fais partie, et on a vu des messages Facebook et Instagram joliment fleurir en mendiant l'autorisation de vous traquer, ou alors sinon ils devront devenir payants pour garder un modèle économique viable. D'ailleurs, ils ont enlevé c'est gratuit et ça le restera toujours de la page d'inscription de Facebook. Exactement. C'est comme WhatsApp qui enlève la première phrase de ses conditions d'utilisation. Je sais plus ce que c'était. Votre vie privée nous importe beaucoup. Voilà, c'est ça, exactement. Avec la main sur le cœur. Et le drapeau américain qui flotte. C'est ça. Alors, et la dernière question, il y aura une référence pour les meilleurs d'entre nous. Je vais prendre un joli accent. Souvent, j'améliore la sécurité et permets de vérifier les identités. Mon utilisation se fait parfois à rebrousse-poil et peut être fatale. J'adore être sur mobile pour être plus facile. Qui suis-je? L'authentification à 2 facteurs. Non, on en a parlé en même temps. Merci. Voilà, je viens de parler et d'utiliser un accent ridicule. Mais j'en viens presque à douter de savoir si c'est pas toi le Fort Boyard. En fait, t'as 65 ans. Il est juste bien maquillé par Fort Boyard. C'est ça.
Ça expliquerait beaucoup de choses. Quoi. Du coup, bravo Vincent, c'était bien ça, c'était la double authentification. Et la question venait du fait que Google avait annoncé pour la journée mondiale des mots de passe, il y a le 6 mai, qu'ils allaient forcer la main à tous leurs utilisateurs pour la mettre en place et pour sécuriser en fait les connexions au compte Google à venir, quoi. Voilà. Une bonne chose. Le chat n'a pas trop réagi à mon imitation, je suppose qu'elle était nulle, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils sont en syncope. En PLS. C'est la fin de ce podcast. Bah ouais. On a atteint super. L'heure de jeu. On tombe tout pile avec monsieur Didier Deschamps pour son annonce. Ouais, c'est parfait. Hein. En vrai, on est trop fort. Hein. C'est Attendez, il faut que je mette à jour les scores parce que Vincent, il a quand même un point, il finit pas à 0. Pourquoi moi je vois pas les scores? C'est à côté de Nonon sur le live. Putain, ouais, on voit pas le score de. Enfin, moi je vois pas le score de Garen non plus. Ah ouais, j'en ai pas. Garen, il a pas de score, je pose des questions, c'est trop facile. Il connaît les réponses. C'est vrai. Effectivement. Okay. Bon. Merci beaucoup les sécurissons. Merci le super chat. Et bravo à Jérémy aussi, qui a gagné quand même. Ouais, qui a gagné une super coupe à Amazon Salon. C'est ça. Par contre, la note de frais pour le déplacement à Londres, elle n'est pas remboursée. Clairement, ce sera sur tes deniers personnels. Ah oui. Mais oui. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous retrouve sur le prochain épisode, j'espère au plus vite, normalement une fois par trimestre. Merci de nous avoir prêté le salon Twitch. Et de ce moment. De nouveau les bienvenus. Et ce live échange avec les Twitchers. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Les Twitchos. Les Twitchignos. Les Twitchignos. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitch, sur YouTube, LinkedIn, Deezer, Spotify, Apple, Google Podcast et compagnie. Et surtout, formind.fr, ça peut être pas mal aussi. Et pour finir, n'oubliez pas, les sécurissons qui s'y frottent, s'y piquent. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée.